Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour ce nouveau road trip. Le plus gros projet de ma vie, hein, tout simplement. Là, je vais faire Patagonie jusqu'à l'Alaska en moto. Donc là, le premier épisode, je vais vous parler un peu du début de mon aventure, comment ça s'est passé. Et je vous fais ce format-là parce que ça a tellement été des péripéties que j'ai pas pu faire quelque chose de construit juste en vidéo. Alors du coup, je suis arrivé à Sao Paulo en début d'année, au Brésil, pour acheter la moto. J'ai choisi le Brésil parce que je pensais que les démarches allaient être plutôt simples et les prix des motos sont acceptables. Pas les meilleurs, pas les pires, mais il y a quand même un grand marché, donc j'avais plutôt le choix. Vous allez comprendre par la suite que je ne sais pas si ça a été le meilleur pays parce que ça a été quand même assez compliqué. Alors au début, du coup, j'ai dû faire un CPF, ça s'appelle, un numéro d'identification brésilien. Donc ça, j'ai mis à peu près 3 semaines à l'obtenir parce que la première fois que j'ai fait la demande, je me suis trompé, j'ai mis mon adresse brésilienne alors qu'il fallait que je mette mon adresse française parce que bien évidemment je ne réside pas au Brésil. Donc il y avait une incohérence, mais ils ne m'ont pas dit tout de suite, donc j'ai attendu 1 semaine et demie, voire 2 semaines même, pour savoir que mes démarches n'avaient pas été acceptées. Donc ça m'a pris pas mal de temps, j'ai refait une demande qui n'a pas non plus été acceptée, et la troisième fois, elle a été la bonne, heureusement. Donc ouais, ça a pris à peu près 3 semaines à juste obtenir ce numéro. Après, j'avais quand même présélectionné des motos. Donc le jour même où j'ai reçu mon fameux CPF, je suis allé chez le concessionnaire. Donc j'envoie un message quand je suis dans le Uber au concessionnaire qui me dit que la moto est disponible, il n'y a aucun problème. Et quand j'arrive là-bas, quelqu'un est en train de l'acheter. Donc ça a été un petit coup dur quand même parce qu'elle était à un très bon prix, très peu kilométrée. Mais bon, ça c'est la vie, on va dire que c'est le problème, le plus petit problème que j'ai pu avoir. Du coup, vu que c'est un concessionnaire, forcément, il essaie de me trouver une autre moto. Il m'en trouve une, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Il ne pouvait pas faire le transfert à mon nom. Donc il m'en trouve encore une nouvelle, mais il me l'amène et je regarde la moto, les cale-pieds poncés. Dessous, il n'y avait pas encore de protège carter. Il y avait pas mal de points de rouille. Donc clairement, il en avait bien profité, l'ancien propriétaire, très peu kilométré. Mais du coup, j'imagine même pas l'état du moteur parce que s'il a tapé dedans comme ça, j'ai jamais vu des cale-pieds dans un état pareil, donc j'ai pas voulu me lancer là-dedans. Donc je lui dis non et je vais dans un autre concessionnaire du coup par contre à l'autre bout de la ville. Et Sao Paulo c'est une très grande ville, donc j'ai mis je sais pas 2 heures à peu près à traverser la ville vu qu'il y a énormément de bouchons. J'étais aussi rentré en contact avec ce concessionnaire là pour lui demander de m'attendre et qu'il reste ouvert parce que du coup forcément la journée avait bien commencé. Donc j'arrive là-bas. Là, j'achète la moto assez facilement, donc j'avais prévu un peu d'argent quand même. Je pensais que ça allait se terminer là, mais il me dit que je dois revenir le lendemain. Il ne voulait pas vraiment que je parte avec la moto le soir, donc au final, il me dit ok, mais par contre fais attention, reviens demain matin pour faire le contrôle technique. Donc ça, pas de problème, je reviens le lendemain matin, sans problème, le contrôle technique passe. Et là, il me dit qu'il faut que j'aille chez le notaire pour faire le transfert à mon nom. Je lui dis pas de problème, je ne savais pas qu'il fallait faire ça, mais si tu le dis, je t'écoute. Donc je vais chez le notaire. Là, ils me disent qu'il faut un traducteur, ce que je peux comprendre. Mais bon, j'étais un peu déçu parce que jusque-là, j'en avais pas eu besoin pour faire quoi que ce soit. Donc ils me donnent une carte. Malheureusement, le traducteur forcément n'était pas disponible à ce moment-là, donc je dois revenir l'après-midi. Donc on dit à telle heure, je reviens, on se retrouve là-bas, on fait le transfert à mon nom, une petite heure je pense. Donc ça, pas de problème. Donc là, je ramène les papiers chez le concessionnaire, il me dit c'est tout bon. Donc après, je ne parle pas portugais, donc ça a aussi pu un peu biaiser tout ce qui s'est passé après, vous allez comprendre. Donc là, on se dit au revoir avec le concessionnaire. Dans ma tête, la moto, elle est à mon nom, c'est bon, c'est terminé. Donc maintenant, il fallait que j'équipe la moto. Donc je recherche un peu sur internet et je fais une commande de pièces donc dans un entrepôt à 400 km à peu près de Sao Paulo. Donc je fais le paiement et tout se passe bien. Je vais là-bas et en fait, ils me disent que mon paiement a été refusé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en fait ma carte ne passe pas au Brésil, donc je peux effectuer aucun paiement par internet. Donc là je ne savais pas exactement quoi faire, et le lendemain je vais chez Honda, parce que j'avais besoin de quelques boulons, et la personne on parle un peu, et il me dit qu'il a un ami qui a un grand magasin de moto, donc je me dis pourquoi pas, il faut que j'essaie d'aller là-bas. Et effectivement j'ai vraiment bien fait, parce que c'est le plus grand magasin que j'ai vu jusque-là, même à Sao Paulo j'en ai pas trouvé des aussi grands. Et donc j'ai trouvé quasiment tout ce dont j'avais besoin. Il me manquait quelques trucs, mais ça j'ai pu les trouver plus tard.
Donc j'achète tout ce qu'il me faut, donc crash bar, protège carter, protège main. Là la moto elle était quasiment équipée pour le voyage. Donc maintenant je me dis c'est bon, on peut commencer le road trip. Donc je commence à descendre et je vais à Florianopolis. Donc c'est une île à peu près à 1000 km au sud de Sao Paulo pour passer le carnaval là-bas. Et donc je passe le carnaval. C'est pas vraiment mon truc, il y a beaucoup trop de monde, j'ai pas trop accroché au carnaval. Après c'est que mon ressenti. Mais par contre l'île sur laquelle il y a Florianopolis est vraiment très très jolie. J'ai fait un trek là-bas de nuit. J'ai commencé de nuit à travers la jungle pour aller voir le lever de soleil. C'était vraiment magnifique. Par contre il y avait beaucoup de vent, j'ai fait voler mon drone. Pas loupé, le drone est tombé. Donc ça a été un petit coup dur. Après j'ai fait une rencontre avec des gens qui étaient vraiment sympas, ils m'ont aidé à retrouver le drone. Donc ça c'était le point positif on va dire de ce petit accident. Même si j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Vous allez voir dans les prochains épisodes que j'ai trouvé une solution pour le drone. Mais sur le coup ça a été un petit coup dur quand même. Et donc quelques jours après ça, je reçois un message du concessionnaire qui me dit qui me demande d'autres papiers. Donc là, je commence à me dire qu'il y a un problème. Et effectivement, en fait, lui, il a du coup transmis mes papiers à un despachante, ça s'appelle, pour que cette personne s'occupe du transfert à mon nom dans les bureaux qui s'occupent de ce genre de choses. Et donc là, je commence à comprendre que effectivement, la moto n'est pas encore à mon nom, ce que je ne savais pas. Là, c'est le début des problèmes. Donc là, le concessionnaire me dit que ça ne marche pas et il faut que je revienne à Sao Paulo. Là, je dois faire les 1000 km retour jusqu'à Sao Paulo. Donc ça, c'est la vie, pas le choix. Même où j'arrive à Sao Paulo, je vais chez le concessionnaire pour du coup récupérer mes papiers et dans la foulée je vais dans le Détran, ça s'appelle, c'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est transfert de véhicules, tout ce qui tourne autour des véhicules et sûrement d'autres choses, je ne sais pas exactement. Et donc il faut que je prenne rendez-vous en fait. Donc j'ai le rendez-vous une semaine après, donc je ne m'attendais pas à devoir encore repasser une semaine à Sao Paulo, mais malheureusement c'est comme ça, j'avais pas le choix. Là ça a été quand même un coup dur parce que vraiment de retourner à Sao Paulo, ça m'a mis vraiment un coup au moral. Et pour me rassurer, du coup, je contacte un avocat pour être sûr de la faisabilité en fait, parce que le concessionnaire me dit que c'est pas possible. Le despachante, donc c'est son travail quand même de faire ça, dit au concessionnaire que c'est pas possible. Donc je commence vraiment à poser des questions sur la faisabilité. Donc je contacte cet avocat qui me dit qu'effectivement il n'y a aucun problème, que normalement c'est faisable. Donc déjà ça me rassure. Je contacte aussi le traducteur pour le jour du rendez-vous au Détran pour être sûr d'être compris et que ça ne me retarde pas encore, même si ça m'a quand même coûté un peu d'argent, c'est pas donné un traducteur. Mais là j'en pouvais plus de retarder comme ça le voyage. Donc la semaine se passe, je vais au rendez-vous avec le traducteur. J'ai effectivement bien fait de prendre le traducteur, même si tout s'est bien passé. Clairement il y a des choses que je n'aurais sûrement pas compris. Et il y avait un papier que je n'avais pas photocopié. Et heureusement, le traducteur a négocié avec la personne pour aller faire une photocopie. Et je pense que clairement, j'aurais pas pu faire ça si le traducteur n'avait pas été là. Donc tout se passe bien et il me dit que je dois attendre 10 jours pour recevoir mes papiers. Donc tout se fait par internet. Donc là, je me dis, parfait, la personne m'a dit que c'était bon. Je me dis, c'est terminé, la moto est à mon nom. Donc là, je commence à descendre, je descends carrément tout au sud du Brésil.
juste avant la frontière avec l'Uruguay. Et là, 10 jours passent, et donc je commence à m'inquiéter, j'ai toujours rien reçu. Donc je recontacte l'avocat qui lui regarde sur le site, et effectivement, en fait, mes papiers ont été refusés le jour même où je suis allé au rendez-vous, donc j'ai attendu 10 jours pour rien encore. Décidément, ça a été le nerf du problème, que mes démarches soient refusées sans que ça me soit communiqué. Mais bon, on fait avec, et donc là je renvoie mes documents qui sont encore une nouvelle fois refusés, et après je trouve une solution pour que mes documents soient acceptés. Ça, je vous en parlerai vraiment plus précisément dans une autre vidéo parce que c'est trop compliqué pour ceux que ça intéresse, qui pourraient acheter une moto peut-être un jour au Brésil. Je vous ferai vraiment une vidéo détaillée de toutes les démarches. À ce moment-là, en tout cas, ça peut évoluer, attention. Mais pour ceux que ça intéresse, ce sera dans un autre épisode. Donc j'avais quand même un papier provisoire pour la moto. Et pour voyager entre les pays, du coup, entre le Mercosur, ça s'appelle, ça englobe du coup le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. C'est une sorte d'Europe en fait. Les frontières sont ouvertes. Et du coup, il me fallait une carte verte pour voyager entre ces pays. Grâce au Airbnb dans lequel j'étais, ça a été facile parce que la personne connaissait l'assureur. Enfin, ça a pas mal facilité les démarches, on va dire. Donc je fais ce papier-là et je me dis, tant pis, j'essaie de passer la frontière demain. Du coup, je pars en direction de l'Uruguay et vu que les frontières sont ouvertes, je ne trouve pas le poste brésilien. Donc j'arrive au poste uruguayen sans avoir quitté le pays auparavant. Donc je demande où est le bureau, ils me disent effectivement c'est un peu compliqué de le trouver. Ils me disent il est à cet endroit-là, donc j'y vais. Et là je commence un peu à stresser quand même parce que je ne sais pas si la moto est encore transférée à mon nom. Donc mes papiers sont plus ou moins en règle, on va dire. Donc je rentre dans le bureau, je donne mon passeport, ça n'a pas de problème. Et là, il me demande les papiers de la moto. Je ne m'attendais pas forcément à devoir lui donner, mais bon, c'est en soi assez logique. Donc je lui donne les papiers. Et du coup, à ce moment-là, il y a d'autres motards qui arrivent. Et heureusement, ça m'a distrait des démarches comme ça un peu stressantes. Parce que clairement, je pense que s'ils voyaient le niveau de stress que j'avais, clairement, ça ne serait pas passé, je pense. Mais grâce aux motards, ça ne s'est pas trop vu, je pense. Donc tout se passe bien. Il me dit c'est bon, tu peux y aller. Du coup, je vais où j'étais déjà du côté uruguayen, je donne mes papiers. Heureusement, il y a quelqu'un qui parle anglais, donc c'est quand même, ça aide beaucoup vu que je ne parle pas du tout d'espagnol. Donc tout se passe bien, ils appellent des gens et tout, je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'au début, je crois qu'ils n'ont pas compris que ma moto était brésilienne, ils pensaient que ma moto était française. Donc forcément, du coup, souvent ça crée la confusion. Et du coup, ils me donnent mes papiers, c'est bon. Et je commence à m'équiper pour partir avec la moto. Et là, ils tapent à la fenêtre. Il me dit non, 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 attends, redonne-moi tes papiers, reviens là. Donc là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc là, le stress commence à monter quand même. Et ils appellent des gens et tout, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais 10 minutes après, ils me disent c'est bon. Donc ça a été quand même 10 minutes assez stressantes. Et là, je peux enfin du coup traverser la frontière avec l'Uruguay. Let's go! Putain, on est enfin sorti du Brésil. C'est un soulagement après 2 mois de galère. Putain, c'est... Je suis vraiment trop content. Donc je traverse l'Uruguay en une journée parce que j'avais quelques trucs de prévus à faire en Uruguay, mais je voulais vraiment gagner du temps et ça m'aurait pris un peu plus d'une semaine à faire tout ce que je voulais, donc j'ai préféré ne pas faire l'Uruguay malheureusement. J'arrive du coup le soir juste à la frontière avec l'Argentine. Donc j'avais réservé un hôtel là-bas et en regardant du coup les papiers de la moto, je m'aperçois que le transfert a été fait le jour même à mon nom. Donc je ne sais pas si j'aurais pu traverser la frontière si le transfert n'avait pas été fait ce jour-là, je ne sais pas du tout. Donc je pense que j'ai eu quand même un peu de chance que le transfert se fasse au bon moment. Donc ça, clairement, je ne vous conseille pas de le faire. C'était, je pense, pas très intelligent, mais j'avais vraiment besoin d'avancer dans le voyage parce que c'était quand même une période assez longue et difficile.
Donc après, je vais du coup en direction de Buenos Aires. Le passage de frontière se passe quand même plutôt bien avec l'Argentine, malgré le douanier qui est assez insistant, mais directement quand je l'ai vu, je me doutais qu'il allait poser des problèmes. Donc il m'a fait enlever tous les bagages de la moto, passer au scanner. C'est la première fois que je fais ça et je commence à en avoir passé quand même quelques-unes des frontières. Mais bon, on fait avec. Et après, en fait, j'ai su que l'herbe est légale en Uruguay. Et je pense que du coup, tous les voyageurs comme ça, ils font assez attention, on va dire. Donc bon, je passe la frontière, on va dire, sans trop de problèmes. Merci, bonne journée. Au revoir. Trop marrant, il parlait français le monsieur. Allez, on est en Argentine. Et donc je vais à Buenos Aires et après je vous parlerai dans le prochain épisode de la suite, donc direction la Patagonie. Et vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Il se passe quand même énormément de choses dans ce road trip et c'est pas fini. Là je suis au Chili actuellement, comme vous pouvez le voir derrière, l'hiver arrive, donc là je vais accélérer un peu le pas parce que les températures sont bien descendues. Et donc je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode. Pensez à vous abonner si mon parcours vous intéresse. Je partage aussi un peu sur les réseaux sociaux, donc abonnez-vous à Instagram et TikTok si vous voulez un peu suivre ma vie de tous les jours. Et je vous dis à la prochaine épisode.